Et donc, si vous voulez pas être enregistré, vous vous abstenez de parler. Voilà. Donc, on y va. Merci beaucoup à Jérôme Laforcade d'avoir accepté de venir nous parler du sujet que vous avez sous les yeux. Jérôme se présentera peut-être plus en détail. Il est physicien, il est cofondateur de la société MIT6, qui est la société qui développe le logiciel I2KN que vous connaissez, qui supporte notre outil Kiwipédia. Il est aussi directeur scientifique de cette société. Expert TRIZ, il en dira deux mots. Enfin bref, donc il a beaucoup de cordes à son arc et on le remercie encore. Je lui passe tout de suite la parole en le remerciant de nous consacrer ces 45 minutes. Donc 30 minutes de présentation et on laissera les 15 dernières minutes pour échanger avec lui. Merci Jérôme. Merci Jean-Yves. Alors, merci de cette présentation. Donc, tu as presque tout dit sur mon activité autour de MIT6. Ce qui est un peu moins connu, c'est qu'effectivement, j'ai travaillé pendant plus de 20 ans avec les Russes sur la théorie TRIZ et notamment sur une branche de cette théorie qui est assez peu connue, qui s'appelle les lois d'évolution et que je vais présenter assez rapidement aujourd'hui en introduisant le sujet sur un certain nombre de ces règles qui sont des régularités que l'on voit apparaître dans les systèmes. Alors, j'ai fait une présentation, j'ai presque trop de slides, mais bon, je vais essayer d'aller le plus vite possible sur les choses qui ne sont pas trop importantes et me concentrer plutôt sur les éléments qui le sont. Donc, la première question qu'on doit se poser, c'est quand on parle d'innovation, alors déjà le terme innovation, il accepte tout un tas de définitions possibles dans l'industrie. TRIZ et notamment ces lois d'évolution ont donné quelque part une définition qui est une définition qui vaut ce qu'elle vaut, mais qui va nous permettre ensuite de bâtir des choses autour de cette notion d'innovation. Alors, l'innovation, est-ce que c'est une génération spontanée ou une évolution prévisible? Alors, j'ai commencé avec des petites images. Invention ou innovation? On peut se poser la question, quand on voit un certain nombre de ces inventions ou innovations, au choix, des inventions, il y en a plein. On va en trouver des quantités astronomiques sur les différents salons qui leur sont consacrés. C'est généralement des choses assez rigolotes. L'invention, on fait la distinction dans TRIZ et notamment dans ces lois d'évolution avec la notion d'innovation par le fait que l'invention a un succès commercial. Et donc, on va voir dans le temps une innovation, c'est quelque chose de durable qui va avoir un succès sur le marché et qui va évoluer au cours du temps. Alors, pour ceux qui ont un certain âge et qui ont connu les premiers téléphones portables, vous vous rappelez probablement de ces téléphones dont la batterie était plus grosse que le téléphone lui-même. Aujourd'hui, on fait presque autant avec un téléphone qu'avec un ordinateur. C'est pas gênant. Mais ce qui a guidé les Russes dans les études de ces systèmes qu'ils ont regardés et analysés, et aujourd'hui, c'est plusieurs millions de systèmes qui ont été analysés, c'est finalement, est-ce que il existe des points communs aux innovations, c'est-à-dire à un succès commercial durable? Est-ce qu'il existe des points communs? Quels seraient ces points communs? Et est-ce qu'il est possible de les factualiser, de les objectiver, ces points communs, pour les bâtir sous la forme de grandes lois, de grandes règles que l'on pourrait ensuite appliquer à la résolution de problèmes, à comment je vais pouvoir développer un futur produit, sur quelle base? Et donc, ils ont commencé à faire ces études dans les années 60. C'est un peu plus récent, on va dire, que les premières études de TRIZ, beaucoup moins connues. Et les algorithmes qui permettent de les appliquer ont vu le jour dans les années 2000-2010. Et ce que je vais vous présenter là,
c'est quelques-unes de ces règles qui permettent alors on ne va pas se transformer en Madame Soleil, mais de prédire des choses. Et on va voir ce que ça permet de prédire et ce que ça ne permet pas de prédire également. Alors, les lois d'évolution, qu'est-ce que c'est? C'est un constat. Déjà, c'est que pour délivrer une fonction, on va voir apparaître sur le marché au cours du temps différents systèmes qui permettent de, par exemple, ici, reproduire du son. Donc, on va trouver, je n'ai pas tout mis là-dedans, mais on va trouver le disque vinyle, on va trouver du laser, on va trouver aujourd'hui de la musique dématérialisée qu'on va pouvoir jouer sur le téléphone. Mais il fut un temps où ça n'existait pas. Il n'y avait pas de possibilité autre que d'aller écouter des musiciens ou de chanter sous la douche soi-même. Hein. Donc, ce que l'on va voir, c'est que les étapes, les technologies qui sont utilisées pour répondre, pour produire cette fonction-là, elles vont évoluer au cours du temps. Donc, on va passer du gramophone au vinyle, du vinyle au disque laser, et ainsi de suite, et j'en oublie, hein, bien sûr. Mais surtout, à l'intérieur même d'une technologie, quand je prends la technologie laser, entre les tout premiers systèmes qui sont apparus sur le marché et les derniers qui vont sortir du marché ou qui sont beaucoup moins représentés aujourd'hui, on va voir que la dynamique de modification dans cette technologie a suivi des règles qui sont universelles et qu'on va retrouver sur des millions de systèmes. Donc j'insiste bien, ce que je vais vous présenter, c'est non seulement des règles qui président à ces ruptures technologiques, mais surtout et avant tout des règles qui s'appliquent dans la manière de concevoir, de développer une technologie au cours de sa vie. Et encore une fois, ces règles, ce sont des règles qui sont bâties sur des études statistiques qui ont fait l'objet de millions d'analyses. Hein. Alors, ces règles, il y en a une petite image en haut, je ne vais pas toutes les développer évidemment, je vais en développer deux. La principale, c'est ce qu'on appelle les courbes en S. Et ces courbes en S, qu'est-ce qu'elles disent? Elles disent que la performance d'un système entre, encore une fois, hein, la première voiture qui est apparue sur le marché et celle que vous pouvez acheter aujourd'hui, il y a un monde en termes de performance. Hein. Essayez de rouler dans une Ford T aujourd'hui à Paris, vous allez voir que ça ne va pas être simple. Il y a une différence en termes de performance. Et ce que l'on voit systématiquement, c'est que l'évolution de cette performance dans le temps décrit une courbe en S avec 4 phases principales. Une phase de naissance, une phase de croissance, une phase de maturité, une phase de déclin. À un moment donné, cette phase de déclin, elle va s'amorcer parce qu'on a un système nouveau qui va apparaître sur le marché et qui va remplacer, en partie pour le moins, le système qui était majoritaire au moment où le système apparaît sur le marché. Ce nouveau système apparaît sur le marché. Alors, le fait que ça évolue suivant des courbes en S, finalement, ce n'est pas très important. Ce qui va être très important ici, c'est qu'on va pouvoir décliner des règles systématiques. Lorsque je sais que mon système est en phase 1, 2, 3 ou 4, je ne vais pas forcément développer les mêmes choses. On va prendre un exemple tout simple. Le téléphone. Alors, on va prendre le téléphone filaire. Ce téléphone filaire, Graham Bell, 1892, les performances, on les connaît, c'est un petit peu compliqué. Et puis, ça va évoluer, ça va changer. On va rajouter des choses. On va faire évoluer la performance. On va trouver des téléphones dans tous les foyers à un moment donné. Et puis, à un moment donné, ce téléphone filaire, on va le remplacer par un téléphone sans fil. C'est plus la même technologie. C'est la même fonction. C'est exactement la même fonction, mais on va le remplacer par une technologie qui permet de faire des choses que ne permettait pas de faire le téléphone filaire, notamment de se déplacer beaucoup plus loin de la base sans avoir un fil qui traîne dans ses pattes. Ce que l'on va faire dans chacune de ces phases est typique de la phase elle-même. Alors, je vais vous expliquer en gros à quoi, qu'est-ce qu'on fait, comment on reconnaît une phase et qu'est-ce qu'on fait dans cette phase. La phase 1, la phase d'enfance, donc si je reviens sur mon petit graphique précédent, vous voyez que c'est le tout début de l'histoire. Hein.
La phase d'enfance, dans laquelle on va trouver, par exemple, la voiture à hydrogène, on va trouver la moto monoroue, on va trouver des dizaines et voire des milliers de systèmes qui sont dans les laboratoires de recherche. Dans cette phase d'enfance, sa caractéristique, c'est que la technologie n'est pas stabilisée et que du coup, elle n'est pas sur le marché, cette technologie. Elle n'est pas encore vendue à grande échelle. Alors, il peut y avoir de ci, de là des test runs, mais rien de probant. Et puis, on va voir également qu'elle est très souvent associée à la notion d'hybride. On le voit bien sûr sur les véhicules, mais il y a plein d'autres exemples sur lesquels on peut avoir des hybrides de technologie entre une technologie ancienne et une technologie nouvelle, qui n'est pas encore complètement mature. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on fait sur ces technos? Quel est le critère? Si je veux faire mieux que mon concurrent et si je veux me donner toutes les chances de succès sur un marché, qu'est-ce qu'il faut faire? Eh bien, le premier truc, c'est d'avoir un paramètre champion, c'est-à-dire d'avoir un différenciateur que finalement le marché, votre client, va être capable de reconnaître et de payer. Je vais vous expliquer ça tout à l'heure. Et le deuxième critère, qui est peut-être encore plus important, c'est d'être adapté à l'environnement. Une nouvelle technologie, c'est quelque chose qui arrive sur un marché qui est souvent tenu par des technologies existantes, par des produits existants. Et donc, pour que ce produit, cette nouvelle technologie soit acceptée, il faut qu'elle soit adaptée à cet environnement. Et là aussi, je vous donnerai des exemples. Alors, un paramètre champion, qu'est-ce que c'est? On va représenter dans ces règles tout système par un jeu de paramètres. Donc, un système, que ce soit un acier, que ce soit une grue, que ce soit une voiture, que ce soit une lampe, que ce soit une tasse de café, peu importe. On peut la représenter par des paramètres physiques, une masse, une densité, une température, etc., etc., une forme, une couleur, peu importe. Un paramètre champion, c'est quelque chose qui va différencier l'ancien système du nouveau système. Quand je prends le téléphone que je vous présentais tout à l'heure, c'est peut-être simplement la distance de la base au combiné qui va pouvoir être beaucoup plus grande qu'avec un fil. D'accord ? Et le critère qu'il va falloir retenir là-dedans, c'est quoi? C'est que ce paramètre champion, ce différenciateur, il va falloir que votre client soit prêt à le payer. Et là, on n'est plus vraiment dans le domaine seulement technique, on est dans un domaine où il va falloir impliquer le marché, impliquer le client dans la notion de, finalement, l'acceptation de la nouvelle technologie. Si les autres paramètres, je ne les ai pas fait évoluer, je ne les ai pas fait changer, ce n'est pas un hasard. Ce n'est pas un hasard, je ne fais pas bouger les autres paramètres parce que si je les fais bouger trop, le marché, le client va me dire « Oh là là, je prends un risque colossal ». Donc souvent, on va essayer de pousser un différenciateur, un seul paramètre, ce n'est jamais complètement le cas, mais on va essayer de se concentrer sur un différenciateur, un paramètre champion, et on va essayer de ne pas trop changer les autres paramètres. Paramètre champion, extrêmement important. Le deuxième paramètre qui va être très, très important, c'est d'être adapté à l'environnement. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ici? Au début du XXe siècle, pour reconnaître une bactérie, vous étiez infecté par, vous avez un rhume, vous chopez une saloperie, une bactérie, pour reconnaître la bactérie, on la met dans une boîte de pétri et on regarde le taux de croissance de cette bactérie dans la boîte de pétri. Et on sait que la courbe que décrit, donc le nombre de bactéries, la courbe de croissance de la bactérie dans cette boîte de pétri va déterminer, permet de dire c'est cette bactérie type A ou type B ou type C, etc. Alors voilà, donc la courbe définit la bactérie. Très bien. Alors maintenant, on va jouer un jeu qui est le jeu suivant. Imaginons que je mette dans la même boîte la bactérie de type A et la bactérie de type B. Qu'est-ce qui va se passer? On voit que la bactérie type A se développe beaucoup plus, mais beaucoup plus tard. Et donc, la plupart du temps, ce qui va se passer, c'est que le type A ne va pas se développer. Et tout va se jouer au début de l'histoire. Le type B va bouffer finalement les ressources, va manger les ressources nécessaires au développement de la type A,
et ne permettra pas donc à cette bactérie de se développer, d'avoir son plein développement. Bien, on voit strictement la même chose pour les systèmes techniques. Peut-être vous connaissez le train de Bertin. Il y a plein d'exemples sur le sujet. J'en ai pris un. Le train de Bertin, c'est un train à lévitation qui avait été construit dans les années 70, par l'ingénieur Bertin d'ailleurs. Et il s'est retrouvé en concurrence, donc avec une performance qui était à l'époque remarquable. C'était des turbines à gaz qui le propulsaient, et on atteignait des vitesses de 400-450 km/h sur un monorail en lévitation. Alors, ce n'est pas de la lévitation magnétique, c'est sur des coussins d'air, mais peu importe. Performance remarquable. Et puis, toujours dans les années 70, Alstom propose le TGV, qui était à l'époque beaucoup moins performant, toujours basé sur des turbines à gaz. Il n'y avait pas d'électricité à l'époque sur les premiers TGV. Et en 1973, qu'est-ce qui se passe? Giscard d'Estaing décide d'arrêter le train de Bertin pour développer ce que l'on sait aujourd'hui, le TGV. Alors, le pourquoi, finalement, ce n'est pas très important. Ce qui est important, c'est de voir que le TGV, il permet de rouler sur des voies qui sont tout à fait standards. Donc, on n'a pas besoin de rebâtir tout le système, toute l'infrastructure pour obtenir un premier gain en utilisant le TGV, même si ça ne va pas aussi vite qu'on le voudrait. Et donc, on va préférer, dans ce cas-là, développer le TGV pour simplement une histoire de vitesse d'adaptation de l'infrastructure. On a eu exactement la même chose avec l'ADSL par rapport à la fibre. Aujourd'hui, on commence à voir la fibre arriver partout, mais pendant des années, on a développé l'ADSL. Pourquoi? Pour les mêmes raisons. C'est moins performant, mais on utilise la paire de cuivre que le téléphone a mis dans tous les foyers. Et ça, c'est quelque chose qu'on va trouver partout, 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 partout. Regardez les véhicules électriques aujourd'hui. On est en train de se compliquer la vie sur les véhicules électriques. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas l'infrastructure encore qui permet de faire la recharge. C'est en train d'arriver, mais ça prend énormément de temps. Donc, on favorise toujours une technologie lorsqu'elle permet, cette technologie, de minimiser les adaptations de l'infrastructure, ce qu'on appelle l'environnement ou les supersystèmes d'emprise. Et donc, le train de Bertin disparaît. Assez rapidement, la croissance, phase 2, donc là, le système, qu'est-ce qui se passe? Il va passer dans une croissance qui est supérieure à la croissance organique, on le met sur le marché, et on va augmenter aussi vite que possible la diversité et le nombre d'applications. Donc, bon, c'est ce qu'on voit sur les téléphones portables aujourd'hui, c'est ce qu'on voit sur les imprimantes 3D, c'est ce qu'on voit sur plein de choses. Les critères qu'il va falloir favoriser dans ce cas-là, c'est la performance. Il faut aller chercher des nouveaux marchés en proposant la performance la plus élevée possible. Donc, ce qui différencie un système, ce qui permet de favoriser son émergence sur le marché, c'est plutôt la performance en phase 2. Je passe assez vite cette phase parce qu'elle est relativement simple, difficile à vivre, mais assez simple finalement à comprendre. Et puis, on arrive à la phase de maturité, la phase 3, où la performance, on aimerait bien la faire croître beaucoup, mais on n'y arrive plus. Et c'est l'immense majorité des systèmes que vendent les grandes sociétés. C'est la voiture, c'est la télévision, c'est les frigos, c'est l'éclairage, enfin, il y a énormément de choses qui sont en phase 3. L'immense majorité est en phase 3. Et donc, le système se stabilise à la croissance organique. L'environnement, cette fois-ci, on ne demande plus au système d'être adapté à l'environnement, mais l'environnement, là pour le coup, a réussi à s'adapter au système. C'est-à-dire, on a développé l'environnement pour permettre à ce système de mieux fonctionner. Sur la voiture, ça a été criant, on a développé les routes, quand on est passé du cheval, on va dire, à la voiture thermique. On a développé le bitume, on a développé les routes, on a développé toute une infrastructure pour garer les voitures, pour les réparer, pour faire le plein. Enfin, tout ça, ça s'est développé, ça a pris du temps, mais ça s'est développé.
Maintenant, si vous développez une voiture qui n'a plus besoin de route, plus besoin de carburant, plus besoin de rien, et il vous faut tout changer, regardez ce qui va se passer. C'est prévisible. Les gens qui sont sur ces systèmes-là ne vont pas forcément être d'accord. Ils vont vous mettre des bâtons dans les roues. Donc, qu'est-ce qu'on fait en phase 3? Eh bien, on réduit les coûts. On réduit les coûts, donc ça c'est le premier truc à faire, c'est de réduire les coûts et de développer les fonctions de design. Donc on va différencier les systèmes uniquement, pas uniquement, mais quasiment uniquement, sur des petites fonctions secondaires du contrôle, du design, qui deviennent du coup les différenciateurs principaux. Alors pour expliquer ça, critères différenciateurs en phase 3, il suffit de regarder, si vous achetez une souris aujourd'hui, vous allez, toutes fonctionnent, hein, elles fonctionnent toutes, il n'y a plus de problème de performance. La différenciation va se faire sur est-ce que vous voulez telle forme ou une souris qui a telle marque ou telle couleur ou telle sous-fonctionnalité. Ça, c'est le premier point. Et le deuxième point, c'est la réduction des coûts. Donc, la réduction des coûts, si je regarde les volumes de vente par rapport au prix, on va s'apercevoir qu'on a tendance à pousser les volumes vers la gauche, donc à réduire les prix petit à petit. Donc, c'est l'effet Dacia chez Renault, quand vous êtes sur les ordinateurs portables, HP avait décidé à un moment donné d'arrêter la production parce qu'ils n'arrivaient plus à s'en sortir. Voilà. De vendre plutôt la production et d'arrêter cette production-là. On va plutôt vers la gauche. Donc du coup, on a un segment milieu qui s'écroule. Pourquoi il s'écroule? Alors simplement pour les industriels, pour réduire les coûts, ils ont des recettes qui sont classiques, c'est augmentation des volumes, standardisation ou rationalisation des offres et automatisation. Sauf que quand on fait ça, on ne peut plus faire vraiment de spécialité, c'est-à-dire avoir quelque chose qui est très axé sur une niche avec des particularités, on ne sait plus vraiment le faire. Donc on va avoir des sociétés qui vont aller travailler, qui vont aller développer ces marchés de niche, mais plutôt cette fois-ci sur du coût assez élevé. Donc on a une tendance réduction des coûts et augmentation du nombre de spécialités avec des prix élevés, mais qui sont des niches généralement. Dernière phase, et j'en terminerai avec les courbes en S, il y a énormément de choses à dire, évidemment. Le déclin. Alors le déclin, vous comprenez sur l'image à gauche qu'est-ce que ça veut dire. Pour ceux qui ont un certain âge, vous avez peut-être appris à utiliser une règle à calcul. Cette règle à calcul, je peux essayer de la donner à un de mes fils, on ne va pas y arriver. Hein. Donc le déclin, il est amorcé par l'arrivée d'une nouvelle technologie. La nouvelle technologie, petit à petit, va prendre des parts de marché. Et la vitesse à laquelle ça va prendre ces parts de marché, ça va dépendre de la performance du système. Et puis, on constate bien sûr une chute du volume de vente. Petite remarque par rapport au slide précédent, ce qui va rester à long terme, ce sont uniquement les niches qui sont les niches de spécialité. Et donc, il faut se focaliser sur ces niches-là quand on est en phase 4, et puis pas trop traîner pour passer au nouveau principe de fonctionnement, c'est-à-dire embarquer dans le train qui est en train de se développer à vitesse grand V. La vitesse à laquelle ça arrive est généralement sous-estimée par les entreprises. Hein. Là, vous avez une image des smartphones avant l'arrivée de l'iPhone, 2007, l'année d'après, la même marque, ils ont complètement changé la technologie et ils ont bien fait parce que sinon, ils auraient fait comme un certain nombre de sociétés comme Nokia, par exemple, qui n'a pas su prendre le train en marche, on va dire. Alors, les difficultés pour voir loin, des choses qu'on ne sait pas faire avec les lois d'évolution, c'est de voir très loin. Pourquoi? Parce que les systèmes sont des poupées russes finalement. Quand vous prenez une voiture,
La voiture, elle interagit avec la route, elle interagit avec des carburants, mais elle a aussi des composants. Elle a un moteur, elle a une transmission, elle a tout un tas de composants. Et vous comprenez bien que chaque fois que vous allez changer quelque chose dans un système, il faut que ça soit en accord aussi avec la stratégie de développement du système amont. Donc si je change quelque chose à ma roue, j'ai plutôt intérêt à faire en sorte que ce soit en accord avec ce qui se passe sur la voiture, évidemment. Et tout ça interagit. Donc ce qui fait qu'à court terme, on arrive à prédire quand même les choses, mais à très long terme, la complexité et le nombre de ces interactions va croître jusqu'à devenir chaotique. Donc, les lois d'évolution, on les applique sur des générations N+1, N+2, jamais pour dire ce qui va se passer dans 100 ans. Il faut être bien clair là-dessus aussi. Hein. Très rapidement, la notion d'intégration, une deuxième loi, très rapidement, intégralité des parties. L'intégralité des parties, c'est quoi? C'est en corrélation avec les courbes en S, on sait décomposer un système en 4 grands types de blocs. Un bloc de travail qui donne la fonction principale, un organe de transmission, un organe de puissance qui donne l'énergie. Hein, si vous voulez créer un système technique, il faut de l'énergie à un moment donné, ça c'est de la physique. Hein. Et puis un organe de contrôle qui vous permet d'adapter les points de fonctionnement de tout ça. Bon, alors pour vous donner un exemple, l'organe de travail, si vous voulez vous déplacer, l'organe de travail, ça peut être la draisienne, c'est le siège plus les roues qui permettent de remplacer finalement vos pieds, entre guillemets, vos pieds. Mais il vous faut toujours un organe de puissance et un organe de transmission pour fournir l'énergie, toujours pour vous déplacer. Bon, ben, l'organe de puissance, on peut imaginer mettre un moteur là-dessus. Et l'organe de transmission, ben, c'est ce qui va passer de la puissance. Alors là, c'est des pédales, mais on peut imaginer mettre ça directement en sortie du moteur pour le transférer à la roue. Et quand vous réunissez tout ça, bah, ça vous génère une moto. Hein. Une moto, une voiture, c'est le même principe. Et puis, l'organe de contrôle, c'est ce qui va permettre d'adapter les points de fonctionnement de votre système en fonction de l'environnement. Si vous avez un tournant, il faut pouvoir tourner le guidon. Et donc, il vous faut un opérateur, il vous faut un guidon, il vous faut un certain nombre de choses. Si vous voulez adapter votre vitesse, il vous faut un accélérateur, il vous faut un frein. Il faut renseigner également l'opérateur, ainsi de suite. Et donc, ce qu'on va voir, c'est qu'en phase 1, lorsqu'on démarre la vie d'un produit, il faut impérativement qu'on ait pensé à régler ces 4 organes-là, à les mettre dans le système. En phase 2, on va plutôt s'intéresser d'abord à l'organe de travail, puis à l'organe de transmission et à l'organe de puissance. Donc, on va s'intéresser plutôt en phase 2 à la performance. Et la performance, elle est plutôt donnée par ces 3 grands blocs. Et le dernier bloc, c'est l'organe de contrôle qui va être plutôt dédié à la phase 3. Donc, les systèmes matures, on va rajouter plutôt des organes qui vont permettre de contrôler le système. Pourquoi ? Parce que toute la chaîne principale est déjà optimisée. Et donc, j'ai acheté récemment un radiateur pour ma salle de bain. Entre l'ancien et le nouveau, j'ai récupéré un truc avec un ordinateur de bord, donc un organe de contrôle supplémentaire. Quand vous achetez une voiture aujourd'hui, il est rare de soulever le capot. On regarde directement si on peut brancher son téléphone, est-ce qu'on a toutes les options qui tournent autour de la voiture. La voiture elle-même, elle marche, quel que soit le modèle, on va dire. Donc, l'intégralité des parties vous permet aussi de prédire en fonction de la phase, de la maturité de votre technologie, si vous devez vous intéresser plutôt à tel bloc ou plutôt à tel autre bloc. En conclusion, le message que je veux vous faire passer, c'est quoi ? Les lois d'évolution, qu'est-ce qu'elles permettent de prédire ? Elles permettent de prédire l'évolution non pas du système sous la forme technique que ça va prendre, mais plutôt l'évolution des paramètres de ce système. Et donc, si je regarde par rapport à un ancien système, je vais avoir des minimums requis qui me sont donnés pour chacun de ces paramètres, mais on va avoir aussi à déterminer ce que l'on va proposer au client en termes de paramètres champions et l'ordre dans lequel je vais faire évoluer ces paramètres au cours de la phase 2 et au cours de la phase 3.
Donc, c'est les valeurs des paramètres et l'ordre des paramètres. Et ça permet de déterminer un portrait robot, certainement pas une solution toute prête. Hein, j'insiste, c'est pas fait pour se transformer en Madame Soleil. C'est pas le sujet. On donne des critères et ces critères vous permettent de mieux orienter et de mieux définir la solution technique. Et là, on a besoin des spécialistes avec lesquels on travaille lorsque on réalise des opérations sur ces lois d'évolution. Pour aller plus loin, attention à ne pas faire dire à ces lois ce que vous avez envie d'entendre. Ces lois, elles sont extrêmement riches, extrêmement complexes, et il faut avoir, on va dire, un haut degré d'organisation pour faire en sorte d'avoir quelque chose qui soit parfaitement juste. Hein. On n'essaie pas de faire rentrer les sentiments ou les envies là-dedans. Voilà, j'ai fini, j'ai beaucoup parlé. Merci de m'avoir écouté. Maintenant, je peux essayer de répondre à vos questions si vous en avez quelques-unes. Non, mais c'est parfait, Jérôme. Merci infiniment pour cette présentation d'une clarté extraordinaire et puis pour avoir été dans les temps parce que c'est parfait. Hein. Merci encore. C'était un grand honneur pour nous de vous entendre sur ce sujet passionnant qui en fait est d'un grand intérêt pour nous chercheurs tous les jours. Hein, et je pense qu'on a appris beaucoup de choses.